Est-ce qu'il y aura des cuts? Bonjour tout le monde, c'est déjà Maxime du futur, et oui, il y aura des cuts, il y en a même déjà eu. Les 2 minutes avant cette phrase l'ont été pour le coup. Et 2-3 passages légèrement raccourcis pour faciliter la compréhension du podcast. Allez, je vous remets le podcast de suite. Oui, ouais, il y en aura, je pense. Parce que j'ai fait 2 vannes pourries dans celle d'avant. Et je vais être obligé de les supprimer. Et notre invité en a fait une, et je vais être obligé de la supprimer. Elle était tellement drôle. Une vanne de cul? Non. Je suis désolé, je m'excuse moi pour la... T'as fait quelle blague? Sur l'ex. Ah oui, c'est pas c'est qu'elle vrai. était pas drôle, elle était géniale, au contraire. Mais c'est juste qu'elle arrive en plein milieu de son intervention, et ça, c'est pas bien. Ouais, du coup, c'est Parce un que problème du coup, de c'est timing. chiant pour l'enlever, en fait. C'est un problème de timing, exactement. Donc c'est une interview en duo en fait. 2 intervieweurs. Ouais, on essaye, ouais. J'aurais plutôt dit en relais. Quand l'autre n'a pas d'idée de question. En tandem. Ouais, en tandem. Tandem, j'aime bien l'idée de tandem. Du coup, bienvenue dans WeCast. C'est la trop la plus longue. WeCast. Il y a un nom en fait. Ouais, WeCast. Ah, okay, c'est le nom du podcast. C'est de nouveau moi. J'avais oublié d'envoyer le générique. Je vous le mets tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. Bonjour. Donc, je te présente Greg, parce que... Parce qu'on se connaît. Exactement. C'est pas genre. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais dans ta vie professionnelle? Bien sûr. Et comment t'es arrivé à là, s'il te plaît? Alors c'est une question très générale. Faut juste à laquelle je vais répondre. Parler plus dans le micro. Ok. Alors je pense qu'il faut que tu tournes le micro vers ta bouche. Souffler dedans. Vous me dites. Ah, c'est bien. On fera les petits réglages. Ouais, t'inquiète. Donc Benjamin Échinger, je suis architecte à Mulhouse. Architecte depuis 2009. Donc j'ai eu mon diplôme en 2009. Actuellement, je travaille dans des locaux que je partage avec d'excellents photographes. De très bons pongistes. On y reviendra. Tout de suite, ça dérive. On y reviendra. Voilà. Ça, c'est le loisir. Il faut faire des pauses. Hein. J'ai vu ça dans Google. Il faut. Question de productivité. Voilà. C'est ça. Donc, je suis architecte depuis 2009. J'ai fait mes 5 ans d'études à Strasbourg. Et avant ça, j'avais un parcours plus manuel. Donc, j'étais à la base ébéniste. Voilà. Si on parle vraiment de tout le cheminement qui m'a amené là, en fait, partons du début. Donc, à la base, j'étais en terminale scientifique, etc. L'école me plaisait pas particulièrement. Je m'ennuyais, quoi. Et je cherchais ma voie, début de la vingtaine, et j'ai plutôt dérivé dans le manuel. Donc, j'ai passé un CAP d'ébéniste, ce qui est un métier qui me plaisait vraiment. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine. Mais entre la pratique et le loisir, on va dire, il y avait un petit gap, on va dire. Parce que après, le côté professionnel, il faut produire. Et moi, ce qui me plaisait, c'était surtout la sculpture, la marqueterie, les choses un peu pointues comme ça. Et la réalité, c'est plutôt la menuiserie, repeindre des portes, poser des portes, faire des caissons, faire des choses comme ça. Donc, et puis j'étais encore jeune, motivé, je voulais chercher un métier qui allait un peu plus loin, et j'étais prêt à faire des études, etc. Et par hasard, j'étais à Strasbourg au début, quand j'étais ébéniste, et j'étais à une soirée archi avec un pote, qui lui était en école d'archi. Les soirées archi étaient très réputées. Je crois depuis le Covid, il n'y a plus de soirées archi, il me semble, malheureusement. Ouais. Encore un peu. Hein. Il y en a. On m'a dit, c'est plus que c'était. Ça peut-être. Bref, début 2003, 2004, comme ça. Et je suis rentré dans l'école d'architecture à Strasbourg. Et là, j'ai eu une révélation, presque. Parce que j'ai vu, en fait, la fête à l'école d'archi se passe dans toute l'école. Les ateliers, etc. Donc, tu as les ateliers avec des maquettes, avec des sculptures, avec des plans. En gros, tout ce qui un environnement vraiment qui me plaisait. Et une pratique, en tout cas, une production qui semblait me plaire. Plus que juste rester dans mon atelier, faire du bois. En fait, moi, je me voyais, en fait, dans une ligne tracée. Si je continuais dans l'ébénisterie, l'atelier, ça me plaisait, mais je voulais plus. Et en plus, il y avait l'histoire, il y avait
J'avais besoin, en fait, d'étoffer ma culture. J'avais besoin de trouver quelque chose de plus complet que juste de la pratique, quoi, en fait. Ça fait combien de temps que tu fais de l'ébénisterie à ce moment-là, quand tu découvres l'école Alors, moi, d'archi? j'ai... Ça fait combien de temps que T'as tu es quel âge? ébéniste? Pardon, j'ai 44 ans. Et Non, j'ai non, commencé... Pardon, excuse-moi. Quand tu as combien de temps d'ébénisterie quand tu découvres l'école d'archi, la soirée d'archi, tes potes? Très bonne question. Moi, j'ai commencé l'ébénisterie en loisir dans un centre social au Bel Air à Mulhouse. Qui existe encore d'ailleurs. Qui existe encore, hein, donc avec des équipements, etc. J'ai commencé là-bas, je devais être encore peut-être au lycée. Voilà, j'ai découvert ça en loisir. Je faisais des petites sculptures et c'est là que ça a commencé à me plaire. Jusqu'au jour où le formateur, qui était en fait mon voisin, voilà, c'est comme ça que j'ai connu, voyait que je cherchais ma voie, début de la vingtaine, même fin, on s'en fiche. Et il m'a dit, mais tu sais, ça c'est un métier. Et c'est là que j'ai embrayé sur une recherche de formation, etc. Donc j'ai commencé vers 18-19 ans. Et j'ai continué jusqu'à commencer l'école d'archi en 2004, donc 25 ans. Okay. Voilà. Donc tu étais quasiment 6 ans ébéniste professionnel. Ouais, pas vraiment. Non, professionnel 2001, donc j'étais 3 ans vraiment professionnel. Avant, c'était plus un loisir, et je travaillais à côté. Ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine. Et ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine pour payer mes études. Voilà. Parce que l'avantage, c'est que j'avais déjà un savoir, un métier, vraiment, que je maîtrisais pas à 100%, que je maîtriserais sûrement jamais à 100%, vu que j'ai pas perduré là-dedans, qui m'a permis quand même de... Parce qu'à l'école d'archi, comme la fac, etc., on a pas mal de vacances. Et moi, ça me permettait de bosser pendant les vacances, de faire mes trucs. Voilà, j'avais une petite clientèle, je faisais... Qu'est-ce que j'ai fait? Une grande bibliothèque, j'ai fait des choses comme ça, des bureaux, des tables, des... Voilà. Ça m'a permis de faire un peu les deux en parallèle. Et c'est ça qui me plaisait, en plus, à ce moment-là, quoi. Donc, tu as financé ton école d'archi En partie, plus des bourses. Voilà. Okay. J'ai financé mes études quasiment tout seul. J'avais déjà 25 ans, mes parents. Voilà. Puis mes parents roulaient pas sur l'or, donc ils m'ont dit « Ok, fais tes études, on t'aidera un peu si on peut », mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la bourse sous critères sociaux parce que j'étais indépendant. Et ensuite, j'ai eu une bourse d'une fondation privée. Parce que, alors ça, c'est un hasard de la vie total. J'ai appris qu'il y avait une fondation à Mulhouse qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de leur rendre hommage, Fondation Sigler. Et en fait, c'était un couple qui a fait fortune dans le mobilier, décédé sans héritier, et leurs amis, un peu les nantis de Mulhouse, etc., ont créé une fondation avec leur fortune. Enfin, en tout cas, ils étaient assez aisés, quoi. Avec leur héritage. Ils ont créé une fondation pour donner des bourses privées à des gens en reconversion professionnelle, plus particulièrement dans le domaine du mobilier. Donc là, c'était presque ils l'ont fait pour moi, quoi. Voilà. La fondation est changée. Hein? Clairement. Presque, tu vois. Donc j'ai eu les 2 bourses, plus en bossant à côté, etc. Donc je vivais assez correctement mes études. Voilà. Trop bien. J'ai pas mangé des pâtes tous les jours. Et l'entrée à l'école d'archi, comment ça se passe? Tu arrives, tu veux faire archi, est-ce qu'il y a un concours, est-ce qu'il y a un dossier? Alors, chaque école d'archi, il y en a... chaque école, et je crois qu'il y en a... À l'époque, il y en avait 20, il y en a peut-être 21, une vingtaine en France, était libre à l'époque de choisir comme elle voulait, sélectionner comme elle voulait. Il y en a, c'était des entretiens, il y en a, c'était des concours. J'avais même fait un concours à Grenoble. J'avais postulé à 3 écoles, je crois. Et Strasbourg, ils m'ont pris direct. Parce que j'avais fait un petit dossier, j'avais déjà produit des choses, j'avais déjà un portfolio, on va dire, quoi. Hein, voilà, des sculptures, des choses comme ça. Et chaque école a aussi un peu une spécialité. Nancy, c'est plus technique, si je dis pas de bêtises. Strasbourg, c'est plus axé artistique. Voilà. Donc le fait que j'avais déjà produit des sculptures, des choses comme ça, quoi, sans prétention. Et ils ont aimé ce profil particulier et ils laissent de la place pour des gens comme ça, quoi. Et donc j'ai été pris direct, pas de liste d'attente, pris à Strasbourg direct. Voilà. Et comment du coup ça s'est passé tes études? Genre, est-ce que t'avais du coup 26 ans quand t'as commencé à l'école d'archi, 25? J'avais 25, ouais. Du coup, est-ce que tu sentais un décalage par rapport aux autres élèves qui avaient une vingtaine d'années ou pas spécialement?
Alors, il y a une centaine d'élèves par promo. Il y en a, on va dire, un quart peut-être qui ont plus de 20 ans. Voilà, les autres sortent de terminale. La majorité avait 18-19 ans. Moi, de toute façon, dans mon état d'esprit à l'époque, c'était... moi, je voulais avancer. Peu importe, même, je m'étais dit, je me fais pas un ami, enfin, il n'y a pas de souci. Moi, je veux développer une compétence dans ma vie, apprendre, voilà. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Donc, j'y suis allé, et puis, voilà, je me suis fait pas mal d'amis, certains que je vois encore, etc. Voilà. Il y en a aussi qui arrivent en deuxième année, qui arrivent de BTS, d'IUT. Après, il y a des ingénieurs aussi qui intègrent au fur et à mesure. Et il y en a, on était peut-être 3-4 à avoir mon âge. Voilà. Et c'était pas forcément les plus proches de moi. Et après, je me suis adapté. De toute façon, on était là pour un but commun. Ça n'a pas été compliqué. Voilà, ça n'a pas été compliqué. Après, moi, j'étais assez sérieux, on va dire. J'étais moins sérieux avant, moins sérieux après. Mais pendant l'école, vu que c'est une école, si on le prend vraiment à cœur, etc., il y a énormément de travail. Voilà. Il y a des choses à rendre toutes les semaines. C'est pas comme la fac. C'est pas des examens en fin de semestre, etc. Voilà. Ouais. C'est des rendus toutes les semaines, c'est des charrettes, des machins. Et donc, si vraiment t'es un peu perfectionniste, ou comme je l'étais, j'essaie de l'être un peu moins, c'est pas forcément un avantage. Parce qu'en fait, tu vois jamais la fin, quoi. Et donc, moi, je bossais tout le temps, quoi. Je bossais tout le temps. Les soirs, j'étais pas l'étudiant qui faisait la teuf tout le temps, quoi. La teuf, c'est venu après, quoi. De temps en temps, oui. Mais c'était pas... Sinon, tu tiens pas le rythme. Voilà. Est-ce que... et après, du coup, après les études, t'es rentré dans une société, tu t'es lancé à ton compte, ça s'est passé comment? Alors, quand j'étais en fait, l'école d'archi, ça se passe comme ça. T'as 5 ans, c'est un master. Première année, extrêmement intense. Deuxième année aussi. Donc là, t'as vraiment les années où on te pousse, je pense, pour tester aussi les gens. Voilà, mais on te pousse au maximum. T'as énormément de boulot à rendre. Alors, t'as le projet, bien sûr, tu fais des projets fictifs, etc. Mais tu dois faire des croquis, des peintures, t'as du dessin de nu, t'as de l'histoire, t'as vraiment énormément de choses. Voilà. Au fur et à mesure des années, 3e année, ça va un peu mieux. 4e, 5e année, c'est plus light. Moi, en 5e année, j'étais allé en section patrimoine. Et là, j'avais 2 jours de cours par semaine. Et entre la 4e et 5e année, j'ai fait un stage à Mulhouse. Et j'ai continué à bosser pendant la 5e année, quand je pouvais, le vendredi, à côté des cours. Et ça a débouché sur une embauche directement, quoi. Voilà. Et du coup, tu étais salarié, c'est ça? J'étais salarié, après architecte. Donc j'ai fait mon stage entre la 4e et 5e. J'ai continué à travailler en contrat, on va dire, très light. Et quand j'ai eu mon master, j'ai bossé là-bas direct. Okay. Voilà. D'accord. Et après, j'ai fait ma 6e année là-bas. Parce qu'en fait, il y a une 6e année pour pouvoir exercer en son nom propre, qui est en alternance, plus ou moins. Donc il m'a pris en fait pour l'alternance. Et ensuite, je suis resté là-bas en CDI. Okay. Ouais. Est-ce que, du coup, tu continues encore à côté ton ébénisterie? Malheureusement, non. Ça, c'est ce que je regrette le plus, en fait. Moi, ce qui m'aurait plu, c'était d'allier la pratique et la théorie. Les plans, etc. Voilà, la pratique de l'architecture. Donc, nous, on reste dans la théorie, dans les plans, etc. Et on fait construire par les autres. Et ce qui m'aurait plu, c'était de garder le côté pratique aussi. Et à minima, pouvoir faire des sculptures, des choses comme ça. Alors après, on cherche aussi des excuses des fois. Hein. Mais c'est 2 métiers tellement intenses. En fait, c'est compliqué d'être à mi-temps. Tu fais de l'architecture à fond, puis le week-end, bon, tu te détends un peu, quoi. Quand tu bosses pas. En plus. Voilà. Surtout depuis que je suis à mon compte. Quoi. Donc malheureusement, l'ébénisterie, ça passe un peu à l'as. Hein. Et quand tu arrives dans donc, ta première embauche, un cabinet d'architecte, c'est un grand cabinet? Non, petit. C'est-à-dire quand je suis arrivé, il y avait un architecte et une secrétaire. Donc il y avait le patron et la secrétaire. Okay.
Lui, il était débordé de boulot parce qu'il était tout seul. Et quand je suis arrivé, il s'est rendu compte que ça soulage d'avoir quelqu'un, etc. Et vu qu'on abattait pas mal de boulot, on a pu rentrer aussi un peu dans le marché public. Donc, on a gagné 1 ou 2 concours. 2 concours, hein, pour être précis. Du coup, ça a amené encore plus de boulot. Du coup, là, ça a commencé à grossir. Pour être précis, concours, c'est les appels d'offres, hein, c'est ça. Les C'est appels quand d'offres, les collectivités cherchent. En fait, les marchés publics en architecture, ça se passe avec des dossiers de candidature. Un exemple, la nouvelle école d'Altkirch, le nouveau lycée d'Altkirch, ils ont décidé de construire ça. Ils vont faire un appel à candidature d'architectes. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui répondent. Car ça peut être 40, 50 sur un beau lycée ou quelque chose comme ça. Ça va être, ça peut être facilement une 50aine d'agences de toute la France qui va répondre. Donc, tu fais ton dossier de candidature. C'est extrêmement laborieux à faire. Il faut que les images soient en tant de pixels par tant de pixels. C'est laborieux à faire. Et après, ils en choisissent théoriquement 3. Ils choisissent 3 agences qui, elles, vont faire un concours. Donc, elles vont faire un projet. Tu vois, le lycée d'Altkirch, je le verrai comme ça, avec présentation graphique, etc., anonyme. Et ensuite, il y a un jury qui débat et qui choisit le futur projet. Quoi. Okay. Voilà. Donc, c'est tout un entonnoir, un processus très cadré, quoi, pour être retenu sur les marchés publics d'une certaine dimension. Voilà. Et nous, on avait gagné 2 concours en bossant comme des dingues. Et du coup, après, il a encore embauché un dessinateur, un autre architecte, etc. Donc, ça a un peu grossi à ce moment-là. Voilà. Et à quel moment, toi, tu décides à quel moment et pour quelle raison tu décides de quitter ce cabinet? Pour quelle raison? Alors, déjà, je voulais sortir du salariat. Ouais. Voilà. Mon ambition, c'était de me mettre à mon compte. Et c'est aussi pour ça que l'ébénisterie à l'époque, parce que je voyais l'investissement aussi qu'il fallait pour une menuiserie, le matériel. Et j'avais un peu cette appréhension, cette peur de me planter. L'architecture, c'est plus facile. Tu as un ordi, une imprimante, tu as quasiment tout ce qu'il te faut. Hein. Des crayons, du papier. Donc, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'investissement. Donc... Une table en fonte. J'ai eu la table en fonte. Récupérée dans une étable. Un sextant. Bah non. Et maintenant, si tu veux, les tables en fonte, tu peux faire du ping-pong dessus. Mais c'est tout. On en parlera du ping-pong. Voilà. Et ouais, je sais plus ce que je disais. Non, mais on parlait de ton envie d'indépendance, l'impossibilité d'investir dans l'ébénisterie. Bah, en fait, j'étais vachement autonome dans le boulot quand j'étais salarié. Du fait d'être arrivé en premier par rapport aux autres dessinateurs, architectes qui sont venus après, moi, j'ai eu le temps d'acquérir assez de connaissances pour être assez autonome. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je gérais tout. Ce qui se passait bien comme les emmerdes, je gérais tout seul. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire pour moi. Quoi. Voilà. Okay. Voilà. Du coup, c'est ça le déclic. Et ça, c'était combien de temps après être dans la boîte? Ouais, le temps... En fait, j'y pensais déjà. Après, il fallait que je trouve le bon moment pour le faire, etc. Voilà, j'ai commencé... au début, j'étais en auto-entreprise, salarié et en auto-entreprise. Quoi. Le temps d'avoir quelques petits projets, et puis à un moment, voilà, c'était le moment. Il faut aussi que ton patron veuille bien te lâcher, parce que je voulais pas démissionner. Voilà, je voulais la sécurité de la rupture conventionnelle. Voilà. Qui aide beaucoup au début. Merci la France pour ça, quand même. Non, c'est vrai, on râle beaucoup. Non, mais moi, je dis quand même merci la France pour certaines choses. Ma formation d'ébéniste que j'ai fait au frais de la princesse, quelque part, à l'AFPA, l'école d'architecture qui est quasiment gratuite, par des frais d'inscription 600 ou 700 euros, je crois. J'ai pu monter ma boîte en ayant Pôle emploi à côté, etc. Donc, voilà, finalement... Après, quand on est patron et qu'on paye beaucoup, là, on râle. Moi, les bénéfices, je les ai eus avant. Ouais, c'est bien. C'est sûr. Et tu voulais dire quelque chose? Non.
Donc, tu deviens libéral. Et là, du jour au lendemain, tes clients arrivent ou tu passes par des moments d'incertitude. Ça met du temps, c'est poussif. Ton réseau existe déjà et J'ai déjà un petit réseau, comme la plupart des libéraux, je pense. Tu commences par bosser pour tes amis, enfin des connaissances, etc. Et puis au fur et à mesure, ça s'étoffe. Assez rapidement, je me suis inscrit dans un réseau d'affaires, etc. Le BNI. Hein, je fais un peu de pub. Faites-moi une ça veut dire réduction. quoi, BNI? Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? BNI, Business Network International. En fait, c'est un Interaction. groupement. Hein, Interaction. International. J'ai extrêmement mal prononcé. Interaction. Interaction. Non, c'est pas ça. Ah, c'est international, Pas vraiment. du tout. Ok. Non, je crois que c'est international. Ok. Et en fait, c'est des groupes locaux. Hein. Ouais, c'est un Réseau d'affaires, réseau de un recommandation. réseau d'affaires international, mais en fait, avec des antennes chaque fois locales. Et moi, j'avais visité un groupe comme ça parce que c'est un copain qui avait créé le groupe. J'avais visité, en fait, c'est un réseau d'échanges, de recommandations, voilà. Et j'ai assez rapidement, en 2015 déjà, donc j'ai monté ma boîte en février 2015. J'ai quitté le salariat en septembre 2015. Et je crois qu'en octobre, j'étais dans le groupe BNI. Ok. Voilà. Et du coup, c'est de là que s'étoffe ton réseau. C'est de là que s'étoffe ton réseau avec en Ouais, plus ouais. de ton réseau personnel. Ouais, par plusieurs canaux, quoi. Plus un réseau qui m'a beaucoup aidé au début, c'est la salle de sport. Ok. Voilà. Parce que tu t'étais en mode sportif ou Bah, j'allais dans une salle de sport régulièrement. C'était une salle de sport un peu, je vais pas dire haut de gamme, mais c'était pas 20 € le mois. Et du coup, il y avait beaucoup de patrons, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et en discutant, ouais, c'est parti beaucoup comme ça aussi. Hein. Voilà. Salle de sport, il y avait le fleuriste du coin, donc j'ai refait son local. Ensuite, il y avait un entrepreneur dans le sanitaire qui m'a présenté un de ses amis. Et je lui ai refait 5 locales d'audioprothésistes, pardon. Voilà. Tous les 6 mois, il me donnait un local et c'est parti comme ça, quoi. Hein. Et après, tu sais même plus, ça vient de partout. t'es assailli? En ce moment, je suis assailli. Et donc, dans le cabinet où tu étais salarié, tu travaillais donc sur des concours et collectivités. Aujourd'hui, quel type de projet tu dessines, tu crées en tant qu'indépendant? Moi, je fais pas de marché public, justement parce qu'il y a cette barrière du dossier de candidature. Déjà, c'est long à monter, j'ai pas le temps. Il me faudrait une secrétaire. J'avais calculé à l'époque que la secrétaire devait passer 3 ou 4 mois à ne faire que ça. Dans le cabinet où j'étais, il faisait, si je dis pas de bêtises, 40 ou 50 dossiers de candidature par an pour être retenu éventuellement une fois. Et ensuite, c'est pas dit que t'as le projet, etc. Donc, tu prends tout ça cumulé. Moi, j'ai pas le... Voilà, et tu gagnes je pas travaille pour des particuliers. Et tu gagnes pas d'argent sur une candidature. C'est gratuit quand tu candidates. Alors, tu as une rémunération si tu participes au concours. Les 3 derniers. D'accord. Voilà. Donc la première étape, elle est Gratos. pour toi. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est juste un investissement Tu potentiellement fais dans le vent, des quoi. dossiers. Tu peux faire des semaines de dossiers, et ça se trouve pour rien. D'où l'impuissance des indépendants par rapport au cabinet. Ah ouais. Ouais. Et, en étant seul comme ça, c'est... C'est pas rentable pour. Je connais pas la situation de tout le monde, mais Ouais. ça doit être assez compliqué. C'est, Et ensuite, il faut être retenu, et souvent, tu es retenu de plus en plus, je pense, sur tes références. c'est-à-dire ce que tu Tu as veux déjà faire fait. une école, il faut avoir fait 5 écoles. Ouais. Là, c'est un peu comme les CV au début. Hein. Donc, t'arrives... Tu viens de sortir de l'école. T'as Alors, fait une école? Non, j'ai fait 3 maisons là. Voilà. si maintenant il y avait quelqu'un qui venait vers toi et qui voudrait être architecte, quelles compétences tu l'inviterais à travailler pour que ce soit vraiment utile? Ou que ça l'aide dans son parcours, que pense tu aurais aimé que qu'on te dise? Plus utile, en tout cas dans l'expérience que j'ai, c'était le dessin. Vraiment. Dessiner à la main, savoir bien dessiner à la main, être à l'aise, savoir dessiner aussi... parce qu'à l'école d'archi, pendant 2 ans, tous les dessins sont faits à la main.
Voilà. Donc, si tu dessines mal ou t'es pas très à l'aise, c'est compliqué. Hein. Voilà. Ça va être un peu une souffrance. Mais ça s'apprend. Hein. Mais si tu arrives à l'école et que tu as déjà une base en dessin, etc., croquis, choses comme ça, tu vois, il faut pouvoir, par exemple, faire rapidement un croquis d'un environnement ou à l'école, on allait, par exemple, visiter... on avait fait des voyages d'études dans le sud, on visitait des cathédrales, des choses comme ça. Il fallait pouvoir redessiner rapidement, tu vois, je veux pas dire un vitrail, mais un environnement, une porte, voilà. Donc le dessin. Ok. Le dessin. Ensuite, le dessin à la main déjà, Mhm. et puis après maîtrise de l'ordinateur. Mais là, bon, là ça s'apprend. Voilà. Et tu dessines encore aujourd'hui à la main? Je dessine à la main pour moi. C'est-à-dire que je fais les croquis, les esquisses pour moi, pour me donner des idées, pour avancer, pour faire le travail de cheminement de l'esquisse, etc. Mais assez rapidement, je passe à l'ordinateur. J'ai pris cette habitude parce qu'il y a des mesures précises maintenant avec les logiciels, la 3D, etc. Au moins, tu es tout de suite dans le concret. Et j'aime bien aussi. Donc voilà. Le problème à la main, c'est que tu as vite fait de te leurrer toi-même. Tu vois, tu as envie de dessiner, on te donne un terrain, un client souvent vient avec un terrain, etc. Ou une maison existante veut une extension, etc. Tu as vite fait, tu vois, de magnifier un peu une idée que tu as, mais en fait, n'est pas réalisable du tout, tu vois. Je veux une belle maison en longueur, avec des rangées de baies vitrées, etc. Mais en fait, quand tu le dessines vraiment sur le terrain, bah, ça rentre pas. Par exemple. Oups. Voilà. Alors que dès que tu dessines à l'ordi, c'est 12 mètres 50. 12 mètres 50 sur un terrain de 20 mètres 40. Voilà. Et aujourd'hui, tes clients, quand ils viennent te voir, est-ce que tu préfères des clients qui viennent avec tout un tas d'idées et ça va être à toi de te débrouiller avec leurs idées, quoi qu'il arrive, c'est un cahier des charges hyper lourd, ou quelqu'un qui n'en a pas et toi, du coup, tu as toute ta liberté? Moi, ce que je préfère, c'est Ouais, quand ils ont des idées de ce qu'ils veulent. Bon, déjà, tu viens, tu veux une maison ou tu veux rénover, ou voilà. Mais une idée de comment ils veulent vivre. Un exemple, en fait, ce qui est important, c'est savoir si les gens vivent beaucoup dans le séjour, ou il y a des gens qui vivent autour d'une grande cuisine, un grand îlot central, ce genre de choses. Moi, j'ai déjà fait des maisons avec 50 mètres carrés, cuisine, salle à manger, 15 mètres carrés, coin télé. Tu vois, ce genre d'idée. Quelle pièce doit être bien illuminée, l'orientation, est-ce qu'ils veulent circuler, vraiment le fonctionnement en fait, comment ils veulent vivre, presque de manière, je trouve pas le mot, je vais pas dire spirituel, mais feeling, pratique, au feeling, voilà, au feeling. feeling. Vivre avec eux pendant 5 jours, avec tous les enfants, sous la tente. Ouais, pourquoi pas. On m'a jamais proposé, mais non, mais voilà leur manière de vivre. Ouais, par contre. Les clients qui savent pas ce qu'ils veulent, en général, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, tu veux leur proposer des choses, mais tu peux rapidement taper à côté. Et puis, vu qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, ils vont voir que ça leur plaît pas. Mais ils sauront quand même pas te dire qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plairait mieux, etc. Tu vois. Mais la plupart des gens ont une idée assez précise quand même. Et encore pire, c'est les clients qui viennent en disant « je veux ça ». Je veux ça, j'ai vu ça sur Pinterest. Je veux cette maison avec le poêle à bois de cette maison, la toiture de l'autre et moins cher que le premier. Tu vois. Non, quand c'est trop précis, c'est pas bien parce que souvent ils font un espèce de collage qui fonctionne pas. J'ai déjà des gens qui sont venus, ils voulaient un îlot central dans la cuisine, mais avec la verrière parce qu'ils trouvaient ça joli. Sauf que ça fonctionne pas. Un îlot central, c'est fait pour être ouvert en général, avec une circulation autour. La verrière, c'est fait pour cloisonner visuellement. Tu vois, quand t'as trop de choses qui te plaisent, ouais, c'est difficile de... C'est comme si tu veux une berline avec tant et tant de chevaux, mais tu veux aussi qu'elle soit décapotable parce que t'aimes bien en été. Et break. Il faut 3 voitures. Voilà. C'est ça. Avec quand même des je suis fatigué. Il est tard. Il est tard pour moi. La journée est dure. En tout cas, c'était un super exemple que j'allais donner.
Et je pense que J'en vous êtes doute pas. totalement d'accord. Merci, Max. Pour en plus Ouais. appuyer ce que tu disais. Bel exemple. Merci. J'ai compris dans L'idée. tes yeux. Moi, j'avais une autre. Tu voulais poser une question? Non. J'avais une question. C'est est-ce que ça t'arrive avec tes clients de leur dire non, je vais pas travailler pour vous parce que votre idée ne marchera pas ou parce que des gens qui insistent? Parce que j'imagine que quand il faut concevoir la maison de sa vie sur laquelle on va s'endetter sur 25 ans, il y a des attentes qui sont pas toujours Alors, faciles à ça m'est livrer. déjà arrivé je vais pas dire de rejeter, mais de refuser des clients. Malheureusement, c'est souvent une question de budget. Quand des gens viennent qui veulent, je connais à peu près les prix au mètre carré, etc. Quand des gens viennent et ont vraiment pas le budget, je préfère leur dire, en fait, c'est pas que je veux pas leur faire, c'est que je leur dis que c'est pas réalisable dans ces prix, ou alors faut passer par exemple, des constructeurs qui ont des maisons modèles type, qui maîtrisent mieux les coûts avec des maisons plus simples que j'aurais pas forcément envie de faire. Voilà. Il faut qu'il y ait une touche de créativité, voilà. Et forcément, les maisons d'architectes, on n'est pas plus cher, mais on a des prestations, voilà, on aime bien mettre des grandes baies vitrées, etc. On met pas les portes-fenêtres de 2 mètres avec la petite fenêtre chiotte. Enfin, une maison constructeur, en fait, tu peux tout de suite dire la salle de bain, le chiotte, C'est toujours la même chambre, configuration. Signature. non, mais à la taille des fenêtres, Ouais. voilà. Ouais. Nous, le but, c'est vraiment de faire une création sur mesure, 100%. Ce qui est devenu très rare en France, par exemple. Il n'y a plus rien qui est fait sur mesure. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer aux clients. C'est que la maison, c'est un prototype. Elle n'existe pas. Elle n'existera sûrement jamais ailleurs. Elle est adaptée au terrain, au client, au budget, voilà, c'est une synthèse de tout ça, en fait, qui fait le projet. Je vais poser une question, je l'ai oublié, ça me saoule. Encore. J'en ai d'autres. Vas-y, je te laisse Tu as un les stock poser. de questions. Euh, Tu as un stock de questions. ouais. Combien de projets par an tu sors de terre? Pas ceux que tu dessines, mais combien de projets par an tu vois Alors, se concrétiser? pas forcément beaucoup, parce que je fais peut-être un tiers des suivis de chantier. Je crée, on va dire, une quinzaine de projets par an, à peu près peut-être. Et après, les gens qui viennent me voir veulent parfois juste la création, le permis de construire, voir les plans techniques. Et ensuite, soit ils se débrouillent, ils suivent eux-mêmes le chantier, hein, s'ils ont des compétences, s'ils sont dans le bâtiment, etc. Ou alors, ils ont un maître d'œuvre qui va suivre le chantier. Voilà. Et moi, je suis peut-être un tiers, donc je dirais 4 ou 5 par an. Ok. Du coup, voilà. J'avais une question. Est-ce que, Je pourrais pas plus. ouais, en termes Ouais, de ouais, non. solo, charge. trop compliqué. Après, c'est le suivi de chantier, ça prend beaucoup d'énergie, de temps, de déplacement, de mails. C'est la partie la plus Dense. intense. Ouais. Est-ce que ton travail a influencé ta personne? C'est-à-dire, est-ce que ton travail d'archi a modifié, au final, avec les années, ta façon d'être? Ben, je pense que ça a changé ma vie. Voilà. Même depuis les études. Ok. En fait, c'est vraiment un métier où, enfin, des études et un métier après, où tu as une autre perception des choses. Voilà. Moi, j'étais encore assez jeune. J'ai appris à regarder les choses différemment, à voyager différemment, à regarder le moins de bâtiments différemment. Voilà. Donc, en ça a mis un filtre, une grille de lecture, en fait, sur beaucoup de choses. Que Voilà. t'aurais pas La eu construction, autrement, quoi. Si je visite même une petite église d'une petite commune, et il y en a des très belles en France partout, en fait, ça c'est la spécificité en France. Hein. Tu peux aller dans n'importe quelle petite commune, dans le Bas-Rhin, dans l'Haut-Rhin, machin, il y a une belle église où il y a une belle réalisation. Tu vois le travail qu'il y a derrière. Tu imagines, tu vois, je vais pas te dire que tu fais le planning de chantier dans ta tête, mais tu vois, tu imagines le mec qui a taillé, quand est-ce que lui a posé pour que l'autre puisse mettre la charpente, comment il faisait à l'époque. Ça, c'est des questions que je me pose très souvent. Comment il faisait à l'époque?
avec pas de grue, pas de... Ouais, toute une C'est culture ça, autour de l'architecture. Ouais. Ouais. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Toute cette culture, l'évolution. Quand je voyage, si tu vas à Rome, si tu vas... Voilà, les bâtiments qui ont 2000 ans, si tu n'hallucines pas, c'est pas possible. Et toi, tu sens une évolution dans tes projets entre ceux que tu as pu faire dans le premier cabinet et puis ceux que tu fais aujourd'hui? C'est vrai que le premier cabinet m'a quand même bien formé à la création. Il y a une évolution, forcément. Mais je m'en rends pas forcément compte parce que je regarde pas vraiment en arrière. Voilà. Je m'en rends compte des fois quand je montre des références aux clients. Après, j'ai pas forcément de style particulier. Voilà, il y a des architectes qui ont un style. Alors, je parle des archis connus, je prétends pas l'être. Tu as des archis reconnaissables directement. Hein. Tu prends Franck Gehry, pour les plus connus. Franck Gehry, il a un style très particulier. Tu en prends d'autres, Enzo Piano, etc. C'est l'exemple courant. Mais chaque projet est différent. Tu peux pas dire que c'est lui qui l'a fait ou... Moi, j'essaie de faire un peu ça. Mais je me rends compte quand même que j'ai un peu un style. J'aime bien mixer les matériaux. J'aime bien faire des inserts de matériaux différents dans une façade, créer un peu de relief, etc. Parce que faire une maison, si je compare à l'ancien temps ou les immeubles anciens et tout, ils avaient des corniches, ils avaient des reliefs, ils avaient des entablements, il y avait un décorum qui s'est perdu complètement. Hein. Maintenant, on isole, on peut faire des façades complètement lisses, des cubes, voilà. Moi, ça me fait un peu mal, enfin pas mal visuellement. Donc j'essaie toujours de créer une ligne d'ombre, un recul, voilà. Une dissociation de matériaux. T'avais encore une question? Une dernière question. Moi, j'en ai plein des questions. Bah vas-y. Ils s'en rappellent jamais. Ça, Ah oui, ils s'en rappellent. C'est pour ça. Et ben ce sera ma dernière question. Après, ce sera celle de Max. Ma question, c'est de savoir comment tu vois l'évolution de ton cabinet aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de changer d'envergure, revenir vers des concours, embaucher plus de gens, changer de projet? Monter une multinationale? C'est une très bonne question encore. Est-ce que tu as envie de construire des stades de foot? Alors l'idéal, ce serait de me développer un peu, que je puisse prendre du recul sur le dessin et la production pure. Là, j'ai embauché récemment un dessinateur qui est très bien, qui m'aide beaucoup. Mais il m'en faudrait 2 ou 3 comme ça, voilà. Plus une secrétaire, plus un archi éventuellement. Le top, ce serait 4, 5. Moi, je suis resté un peu artisan dans l'âme. Je voudrais pas diriger 20 personnes, etc. Mais avoir une équipe qui permet de sortir un peu de l'inertie des projets. Faire attendre les gens, malheureusement... Quand tu as beaucoup de projets, tu les fais un après l'autre. Sortir un peu de... Comment dire je dis ça parce que c'est actuel. La tête de l'eau. Hein, sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Avoir plus de monde en production et dans l'administratif. Et moi, pouvoir privilégier la conception, aller aussi loin que possible du coup dans la conception, faire dessiner. Par exemple, dessiner un permis de construire, c'est très normé, c'est toujours, voilà, il faut mettre le sud, enfin, ça c'est facile, mais il faut mettre les codes d'altimétrie, les machins, les coupes de niveau, et tout ça, c'est un peu rébarbatif, ça prend beaucoup de temps. C'est scolaire, mais il faut le faire, c'est obligatoire. Et c'est des trucs avec lesquels j'aimerais prendre du recul parce que c'est pas forcément passionnant. C'est éloigné de la création. Voilà. Est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose que tu n'as pas encore pu dire dans le podcast? Soit parce qu'on n'a pas posé la question, soit que l'occasion ne s'est pas dit, mais quelque chose que tu aimerais faire, enfin, un élément important de ton métier qu'on n'a peut-être pas survolé. Comme ça, là, je vois pas, mais... Ok. Donne-moi un exemple. Non. J'en ai pas, sinon je poserai la question, mais genre si toi, il y a C'est quelque beaucoup chose... de travail, c'est des heures qui défilent, des semaines qui défilent. C'est, voilà, le facteur temps, en fait, est très important dans ce métier. Ok. Et en fait, le temps passe trop vite. Tout ce qu'on fait prend des heures. Voilà. Je vois un peu. Donc en fait, on va dire ma problématique actuelle, c'est ça. Je pourrais bosser en continu. À la chaîne, sans arrêt, sans dormir. L'expression charrette vient vraiment des architectes, je crois, à la base. Il me semble. Ouais.
Je crois que ça En fait, vient c'est de parce Paris. que à l'époque, les architectes faisaient les beaux-arts. Et en fait, ils faisaient des rendus un peu comme des toiles, etc. Et il y avait des gens qui passaient avec des charrettes récupérer les rendus pour les amener à l'école, je crois. Donc charrette, en fait, c'est Le toi, travail. t'es à la bourre, T'es à non, la t'as bourre. la charrette qui arrive. Ok. C'est quand en général, t'es à la bourre, tu vois. Donc j'imagine les mecs qui devaient courir derrière la charrette. On va lancer la seule et unique rubrique de ce podcast. On n'est pas charrette là. On est sur la fin, on est tranquille, on est dans les times. Par rapport au... Ouais, j'utilise des mots anglais. Alors, on va Pokémon. écouter le générique. L'instant Moula. La caillasse. Le blé. Le pognon des pépettes. J'espère que tu as apprécié ce générique. Plus jazzy. Mais top, j'adore. Donc, l'instant Moula, en fait, vu qu'en France, on est très pudique sur le fait de combien on gagne ou quoi que ce soit, je me suis dit, je vais trouver une alternative pour que tu puisses garder quand même ton intimité financière. Et du coup, au lieu de nous dire ce que tu gagnes par mois de manière brutale, Pour savoir combien de kilos de pâtes je peux acheter par exactement. mois. Là, en l'occurrence, c'est sur des fruits de mer ou des poissons en fonction de la carte que tu tires. Et dessus, en fait, t'as une comment ça s'appelle ? Une règle de calcul. C'est-à-dire que tu prends ton salaire, tu le divises par cette règle de calcul et tu as le nombre de kilos de cette matière première. Coût du kilo d'huître creuse. Voilà. Donc, il faut pas que tu dises le prix au kilo parce que sinon, ça ruine le concept. Tu peux prendre ton téléphone pour faire le calcul. En fait, je sais même pas combien je gagne. Je vais le dire honnêtement. Grosso modo, tu as Grosso quand même modo, on peut se une faire idée de ce que ouais. tu gagnes par mois. C'est là-dessus qu'on va se baser. Tu peux prendre ta Alors. calculette. Ouais, j'ai pas sur moi. T'as pas ton téléphone ? Attends, je vais faire deux têtes. Oh, c'est un Donc, combien je peux me payer de kilos d'huître par C'est mois, ça, exactement. Ton kilo d'huître mensuel. J'ai des hauts le cœur à chaque fois. La prochaine saison, je change de... S'il te plaît. Je prendrai des fruits ou des légumes peut-être. Kit Kat. On va dire environ 350. Peut-être. 350 kilos d'huître. d'huître. Ok, pardon. 300. Ça fait de belles réceptions. De belles indigestions. Surtout, beaucoup de morts. Ça fait beaucoup de coquilles. Parce que pour les manger toutes. Après, ce qui est un peu compliqué, pour en finir avec le salaire, moi, je suis en libéral. Donc, le salaire, c'est pas forcément... tu vois, tu as tes restos qui sont payés, des frais kilométriques, c'est un peu complexe, c'est pas comme un Oui, c'est pas comme un salarié. salaire. Voilà. C'est clair. Mais c'était juste pour donner une idée D'accord. dans cet ordre-là. T'avais encore une question ? En tout cas, c'est pas assez. Je mérite plus. Plus d'huître. Il va falloir arrêter de jouer au ping-pong, Benjamin. S'il y a des clients qui vont... Pour clôturer ce podcast, quel conseil tu donnerais à un inconnu sur la vie pour être heureux ? Fais ce qui te plaît. Ne t'impose pas trop de contraintes. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier et on s'écoute dans 2 semaines pour découvrir ensemble une gérante de salon d'esthétisme.